Bonjour. Bonjour à tous. Et bienvenue à Reims. Ce 15 décembre à Reims était quelque chose d'absolument impossible. Et ça l'est encore, parce que ce congrès n'est pas terminé, il s'ouvre à peine, et nous avons passé les épreuves, rien que pour l'équipe que je tiens à saluer aujourd'hui, celle des vidéastes, celle de la technique, celle de l'informatique, celle du son, de l'image, et toutes les personnes qui ont supporté mes humeurs pendant les 4 dernières semaines, je tiens à les saluer, un tonnerre d'applaudissements pour eux. Bon, je vous rassure, ce ne sera pas une clapping session pendant 2 jours, on ne va pas vous demander d'applaudir tout le temps, vous pouvez même huer si c'est mauvais, voilà, on est dans un rapport de vérité. On est là justement pour tenir ce congrès, pour justement cheminer ensemble, reprendre ce chemin qui a été interrompu vers la vérité. Et pourquoi? Parce que la vérité est une condition indispensable de retour vers des libertés qui nous ont été confisquées. Voilà pourquoi nous faisons ça. Voilà pourquoi nous tenons aujourd'hui un grand congrès national citoyen. Nous avons tenu à ce que cet acronyme congrès national finisse par citoyen. C'est très important, car c'est le citoyen qui est la clé actuelle et future d'un futur possible et souhaitable pour la France. Le citoyen a été mis de côté. Le citoyen a été ringardisé. Ce citoyen, c'est vous tous, c'est moi. Nous sommes le peuple. Nous sommes les citoyens. Et la plupart de nos droits nous ont été malheureusement confisqués. Et nous aurons 2 journées pour nous réunir sous un même toit, ici à Reims, et je vous remercie toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, mais aussi en digital, toutes les personnes qui avaient des problèmes aussi de santé, des problèmes financiers, différents problèmes, ils pourront nous suivre également, et on pourra tous faire communauté et physique et digitale pour nous réunir autour de certaines idées, débattre, bien entendu, mais aussi toujours et encore cheminer. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, car je n'ai pas, et c'est ma grande habitude, je n'ai pas préparé de discours. Pour une raison très simple. C'est que je vous préfère vous parler comme sur scène, comme les artistes que nous accueillerons ce soir. Je préfère vous parler avec un peu d'esprit, mais surtout beaucoup de cœur. Beaucoup de cœur. Car ce que nous vivons, et plutôt subissons, depuis maintenant, j'ai envie de dire des décennies, mais ce qui s'est accéléré depuis 18 mois, cette accélération que nous subissons est une accélération qui a totalement sapé nos fondamentaux de vie en société. La peur a été utilisée. Alors pourquoi nous commençons aujourd'hui par des tables sur le Covid, un programme que je vais vous montrer ensuite, quand Alain on va donc basculer sur la phase programme pour vous faire l'explication sur le programme. Ce que nous subissons en fait, à mon sens, et j'assume mes mots, je les assume aujourd'hui et je les assumerai demain. Nous subissons une attaque en règle, une guerre contre les peuples. Alors j'ai des anciens dans ma salle, qui ont fait Saint-Cyr aussi également, qui ont occupé différents postes à responsabilité, donc on pourra en débattre autour d'une flûte de champagne ou autre, mais à mon sens, c'est l'opinion que j'ai consolidée par rapport à ce que j'ai observé, nous vivons une guerre mondiale contre les peuples. Et cette guerre s'exprime également sur le théâtre France, sur le territoire français, contre le peuple français. Cette guerre a 2 composantes principales. Nous sommes des civilisations qui avons atteint des civilisations du spectacle, des civilisations du divertissement, des civilisations de la 3e, voire du tertiaire et du quaternaire, du service. Non, nous sommes des civilisations où maintenant, nous ne pouvons plus mener des guerres frontales, coercitives, dures, lourdes, comme ça peut exister il y a 100 ans et encore il y a 70 ans. Par contre, la guerre qui existait toujours à titre économique, entre les puissances du monde, a pris d'autres modalités. Elle a pris d'autres avis. Ces avis, ce sont des modalités virales. J'assume mes mots. Une guerre virale. Mais aussi une guerre psychologique. Et vous assistez aujourd'hui aux effets de cette guerre psychologique. Pourquoi?
Parce qu'il y a 4 semaines, quand on a voulu tenir cette mission impossible, de réunir ce congrès physiquement, pour réunir les citoyens sous une même chapelle, nous avons subi, entre-temps, les annonces d'un certain M. Castex. Ces annonces ont sapé le moral encore plus de nos concitoyens. Ce moral était bas, il l'est encore plus. Et beaucoup de personnes ne sont pas venues aujourd'hui parce qu'elles sont simplement déprimées, démoralisées. Et on apprend dans les écoles militaires que quand vous voulez diligenter une guerre, la meilleure des victoires est celle obtenue quand votre adversaire, votre belligérant ou votre ennemi n'a pas de morale. Pourquoi? Parce qu'il n'ira pas se battre. Et vous, en l'occurrence, citoyens, vous n'irez pas vous battre pour récupérer les droits qui vous ont été enlevés. C'est de ça dont on parle. Et c'est un sujet suffisamment grave pour qu'on tienne ce congrès aujourd'hui, où il y aura des accents plus légers, je vous le garantis, quand on n'est pas là juste pour être dans la gravité. Mais en tout cas, ce que je tenais à vous dire, c'est que si je m'exprime là de façon sans texte et avec mon cœur, c'est parce que dans cette guerre virale, la guerre psychologique utilise la peur. La peur, c'est le repli sur soi. La peur, c'est le grand enfer menant. On s'enferme les uns les autres. On ne se voit plus. On est dans la division absolue. Je dis souvent, quand je fais des manifestations, des actions sur le terrain, c'est ce que les Grecs, il y a 2500 ans, appelaient le diabolos. La division. Et qui divise, règne sur une masse divisée. C'est exactement ce que subit la France actuellement. Ça fait 1500 ans que la France est divisée. Vercingétorix, à son époque, avait eu grand mal à réunir des tribus éparses pour essayer de bouter les invasions romaines. Et puis la Gaule est devenue romaine, entre-temps. Parce qu'au bout de 2 batailles, eh bien, les choses se sont dispersées, les bandes, tribus et clans se sont dispersés, et il n'y a jamais pu y avoir d'unité. Contre la division, contre le virus de la peur, il faut le courage. Il y a quelque chose qui est encore plus puissant que le Covid, encore plus puissant que la peur, ça s'appelle le courage. Et ce courage, c'est la clé, aujourd'hui comme demain, si vous voulez vous remobiliser vos familles qui ont été divisées, notamment par le Covid et par les injections. Alors je ne parlerai jamais de vaccination, je parlerai toujours d'injections, de thérapie génique de phase 3, toujours. Nous assistons à une nouvelle affaire Dreyfus. Car rappelez-vous ce petit cartoon qui existait il y a un siècle, il y avait un repas de famille, et quand il parlait de l'affaire Dreyfus, au début la famille s'entendait très bien, à la fin du repas tout le monde se tapait dessus. C'est exactement ce qu'il se passe avec les injections, avec le Covid, avec tout ce qu'on subit. C'est l'affaire Dreyfus du XXIe siècle. Alors nous la dépasser. C'est là la clé. Le courage dont vous ferez preuve individuellement et collectivement est la clé qui permettra d'unir et de réunir sur un enjeu suprême. Et encore une fois, j'assumerai ce que j'ai à vous dire aujourd'hui par rapport à ce que je pense de cette guerre, ce que je pense de cette injection et ce que je pense de ce qui menace la France. Si j'investis toute mon énergie et toute l'équipe qui est présente ici, toute son énergie dans la bataille actuelle, c'est parce qu'en fait, je vais vous le dire très simplement, nous n'avons plus rien à perdre. Ce que je vous dis est suffisamment grave, mais c'est vrai. Tout ce que je fais au quotidien est dicté par un seul objectif. C'est éviter que le pays que je chéris, qui m'a permis de grandir en tant que citoyen et devenir un citoyen émancipé, je ne veux pas que ce pays disparaisse. Je ne veux pas que ce pays se disloque. Et je ne veux pas que, quelle que soit la puissance que l'on a en face, fasse que la France disparaisse. Je me battrai jusqu'au bout pour cela, et je vous le dis à grand caméra et dans cette grand-messe aujourd'hui à Reims, je n'abandonnerai jamais. Jamais. Alors pour être dans quelque chose de plus léger, après ce ton un peu grave, il faut jouer un peu avec l'ascenseur émotionnel aussi. Je vous le dis, je vous donne le truc. Mais c'est pas pour vous manipuler, c'est bienveillant. Le programme que nous aurons aujourd'hui et demain est un programme qui a demandé beaucoup de ressources,
beaucoup de réseaux, beaucoup d'amitiés, beaucoup de personnes qui sont venues aujourd'hui, qui seront en visio ou en présentiel, des personnes qui sont engagées. Qui ne sont pas engagées politiquement, dans le sens politicien, mais qui ont décidé de sortir de leur confort personnel pour aller parler devant leurs concitoyens et dire « Attention, je sors de mon confort intellectuel ou moral, je sors de mon confort économique, je prends des risques, car j'ai décidé de parler. » Et en face, le système est terrible. Le système est un véritable rouleau compresseur. C'est du presse-bouton. Si des personnes nuisent à la doxa, nuisent à certains objectifs de dislocation dont on parlait, ils doivent être éliminés. Et à cette heure-ci, je pense être sur la liste, également. Et donc, toutes les personnes qui seront là pendant ces 2 jours sont des personnes d'abord courageuses. Donc, je tiens à les saluer. Ils se battent tous les jours, sur les réseaux et dans la rue. Ce courage, ils vont encore l'instiller aujourd'hui, car nous voulions finir cette année. On aurait pu parler de 2020 comme annus horribilis, mais je pense que 2021, c'est aussi une annus horribilis. Aussi. Et je ne voulais pas qu'on reste en France sans dire « nous sommes debout, nous nous battons, nous réfléchissons, nous réunissons, nous sommes capables de le faire. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes capables de le faire. » Donc ce merveilleux programme va commencer sur les chapeaux de roue. On va mettre les pieds dans le plat. On va parler du Covid. Et on va traiter cette affaire sur les enseignements scientifiques du Covid pour faire un point avec les personnes les plus pointues, les plus courageuses. Nous aurons le professeur Luc Montagnier, qui sera parmi nous en visio. Nous aurons le docteur Vincent Parent, que je salue, qui est ici. Également le docteur Benoît Hox, le docteur Emmanuel Darras, qui est présent également, et le docteur Laurent Montezumon. Quand nous aurons présenté cette première table, nous aurons en fait les enseignements derrière politiques. Et pourquoi? Parce que l'agenda n'est pas que sanitaire, vous l'aurez compris. Il y a quelque chose d'économique et financier et surtout politique, encore au-dessus. Donc, nous irons sur le deuxième slide, qui est avec Philippe Murer, économiste, Patrick Jolan, ici présent, Virginia Rojoreca, David Rojoreca, Laurent Micheli et Yann Fontana. Ces 2 heures nous permettront, je l'espère, de nous mettre d'accord sur les différentes choses qu'on a pu observer sur autant autant de facettes, autant de modalités qui nous a attaqués. Parce que les forces qui sont en face ont tout utilisé. Elles ont utilisé la politique, l'économique, le mathématique, le biologique. Tout a été utilisé pour mener une guerre totale. Sourde, fourbe, mais totale. Donc nous passerons ensuite à un 3e plateau qui lui sera: est-ce que nous vivons une fin de l'état de droit? J'ai ma petite réponse. Et donc, derrière cet état de droit, quel futur pour les peuples? Et on n'en parle jamais. Parce que ce qui nous lie tous, c'est un contrat qui, à mon sens, a été rompu le 2 juillet. Et ça, c'est mon opinion. Donc nous en parlerons autour de Maître Sidney Poitiers, Étienne Chouard, qui sera également en visio, Cyril Doudot et moi-même. Pour enchaîner ensuite sur la 4e table ronde, où nous aurons le plaisir également d'accueillir, pour parler de cette économie, qui est le cœur, qui est le maillon liant la politique et le sanitaire, c'est l'économie qui est au centre. Normal, c'est du commerce. C'est la clé de tout ce que pratique l'humanité depuis des millénaires. Donc c'est normal que nous en parlions. Mais surtout que c'est dérive. Et donc pour ça, nous aurons le plaisir d'accueillir Maître Randy Yaloz, donc du comité Trump, donc tous les Republican Overseas. Donc le comité Trump sera aussi là pour nous parler de ce que perçoivent les Américains, de ce qui se passe au niveau également économique et financier dans ce système, à qui on opposera donc la vision de Charles Gave, et aussi Pierre-Yves Rougeron et Philippe Murer qui vient d'arriver, que je salue. Ensuite, nous pourrons passer à le fameux journalisme, ou du moins ce qu'il en reste. Car, à l'exception de journalistes engagés et qui sont dans un rapport asymétrique aux choses,
Ils ont la fronde de David, et ils sont contre Goliath. Il y a une petite tribu de David, il y en a un aujourd'hui, il s'appelle Mike Borowski, que je tiens à saluer qui est là. Mike Borowski, qui sera aussi en tant que journaliste pour nous aider donc, à faire donc, toutes les tables rondes et suivre les tables rondes. Et nous aurons donc le plaisir, pour parler du quatrième pouvoir, est-il corrompu? Nous avons nos réponses déjà, mais parlons-en. L'avenir du journalisme, avec le plaisir d'accueillir Mike Borowski, donc, de Gérard Info, Nicolas Vidal de Putsch, Marc Daoud de Nexus, Hugues Debott qui nous présentera Oxygène Radio, mais aussi Concorde TV, et enfin Eric Montana qui devrait être en visio depuis Rome, et qui nous présentera ADP TV. Voilà. Donc, merci à eux. Enfin, la table ronde numéro 6, donc ce sera demain matin. Bon pied, bon oeil, je vous donne rendez-vous demain matin pour démarrer en fanfare en parlant de la représentativité, de la crise de la représentativité. Pourquoi? Quand nous avons fait des actions avec les comités de salut du peuple, que je tiens à saluer aujourd'hui parce qu'ils garnissent les rangs aujourd'hui et ils nous suivent sur la caméra. Merci à tous les comités de salut du peuple de France qui sont là, qui se battent, qui sont venus ce matin être présents pour participer à cette date historique. La représentativité, nous avons vu ce qui s'est passé en Assemblée. Nous avons subi ce qui s'est passé en Assemblée. Des votes majeurs passés à des majorités où il n'y avait que 178 parfois députés sur 577 votant des textes majeurs. Où étaient les autres? Où avaient-ils disparu? Il y a une crise de la représentativité. Et c'est pour ça que nous aurons le plaisir d'accueillir tout d'abord un maire résistant, gilet jaune, Fabrice Marchand, qui sera parmi nous en visio. Donc Fabrice Marchand, merci. Il a le collectif des maires résistants, le CDMR, très important. Nous aurons Christian Vanest, qui est ancien député donc, sous les mandats Sarkozy et qui est maintenant du RPF, si je ne me trompe pas. Et Christian Vanest qui lui va parler de la représentativité sous l'aspect référendum. Et là, ça devient très intéressant. Ça aussi un point clé de cette assemblée. Pourquoi? Parce que le RIC, dont on parle souvent dans les manifestations, les points de blocage, différentes choses, cette clé référendaire, qui est la clé, en fait, d'une citoyenneté accomplie. Cette clé, en fait, elle a été présentée il y a plus de 15 ans par ce monsieur, Christian Vanest. Il appelait ça le référendum d'initiative partagée, le RIP. Malheureusement, il portait mal son nom, parce qu'il était enterré. Mais ce RIP, en fait, c'est très intéressant parce que c'était déjà, il est passé en 3e lecture. Donc il y avait déjà eu à l'époque 2 lectures, permettant, pourquoi pas, d'introduire ce RIP. Donc c'est un vieux serpent de mer qui existe bien et qui va bientôt émerger. Et j'espère que vous participerez à son émergence, le retour de la voie référendaire pour que les citoyens puissent véritablement exprimer la vox populi, qui ne soit plus détournée ni par des sénateurs, ni par des députés, contre les intérêts du peuple. C'est la clé également de notre congrès. Et enfin, nous finirons bien sûr à cette table avec Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote, qui sera également là pour nous apporter ses vues. Merci à eux. Nous parlerons également de spiritualité. Alors cette table sera particulière parce que nous avons concocté une petite surprise. Une grosse surprise. Est-ce que vous connaissez l'International Bar Association? C'est une association indienne. Cette association indienne a diligenté une action en justice actuellement. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, aujourd'hui, l'action est lancée aujourd'hui. Nous les aurons demain. Ils seront en duplex d'Inde, si la technique ne pose aucun problème. Et donc, quand Stanislas Levchin et le docteur Olivier Soulier auront chacun apporté leur vision sur les spiritualités souhaitables qui existent en France, qui ont constitué la France, et quelles seront celles qui constitueront encore la France demain, nous aurons également l'intervention, donc pendant 30 minutes, de ce duplex live depuis l'Inde, pour parler justement de ce qui est diligenté là-bas et qui est une action plus que courageuse. Actuellement, c'est héroïque, véritablement. Donc nous aurons ça également demain, c'est la petite surprise du chef. Ensuite, nous aurons la table ronde numéro 8, table ronde à laquelle je tiens en particulier,
parce que c'est mon premier job. Donc j'étais jadis officier de gendarmerie militaire, et pour moi la sécurité est une notion que j'ai largement étudiée, qui est très importante, justement pour la cohésion. Donc c'est une des garanties fondamentales du contrat social. Donc nous en discuterons. On parlera de sécurité et de contrat social autour de Laurent Muchelli, que l'on salue également pour le courage de ses idées, malgré la doxa dominante. Il sera parmi nous également en visio. Moi-même, Alexandre Delval, qui a eu le Covid depuis hier, donc il est un peu baissé, mais qui devrait essayer d'être là parmi nous également, qui a une vision très intéressante, très pertinente, notamment sur la géopolitique. Maître Philippe Deveul, qui nous adressera également un message. Et enfin, Pierre-Louis Santos, donc de l'association Force Vive, sera parmi nous. Et nous finirons par la table ronde numéro 9. On clôturera là-dessus. Car ce qui nous intéresse aussi, c'est notre destin individuel, bien sûr, mais c'est aussi notre destin collectif. Qu'est-ce que nous allons faire en tant que pays, en tant que nation, en tant que civilisation? Car nous sommes ces trois choses. Nous, Français, nous sommes tous là. Un pays, une nation, parachevé par une civilisation. Et nous avons donné le là, pendant des siècles, à beaucoup de choses qui se font dans le monde actuellement. Serons-nous à la hauteur de l'épreuve? L'épreuve avec un grand E. Cette épreuve qui nous détermine, qui vous détermine le matin, quand vous vous levez, vous faites preuve de ce petit courage qui vous fait vous lever pour faire ce que vous avez à faire, prendre vos responsabilités. Là, nous sommes face à une grande épreuve. Cette grande épreuve, individuellement et collectivement, allons-nous la relever? Si nous la relevons, nous serons couverts de bénédictions. Si nous n'y arrivons pas, ce sera la dislocation et des choses qui seront très dures, je pense. Mais en tout cas, nous en débattrons demain. Et merci à tous les intervenants qui sont le général Martinez de France d'abord, moi-même, Christian Vanest également, Pierre-Yves Rogeron, le prince Charles de Bourbon-Parme et enfin le docteur Olivier Tournafont. Nous les remercions tous. Et pour commencer, je souhaiterais introduire en fait celui qui va accompagner toutes ces tables rondes par son énergie, par son brio, par sa pertinence ou parfois son impertinence également, mais c'est ça la clé aussi du journalisme. Je tiens à saluer celui qui nous accompagne, qui est à la fois en manifestation, qui est sur les plateaux et qui est là aujourd'hui et qui, au titre de Gérard Info, va nous aider à modérer toutes ces tables. Merci d'accueillir Mike Borowski. Mike, je te laisse la main. Merci beaucoup. Donc d'abord, je vois un petit mot comme ça quand même. Je vois des amis, je vois plein de gens que je vois tous les week-ends en manifestation. Je voulais vous dire, vous êtes pour moi, mais parce que je n'ai jamais l'occasion de le dire aux gens, vous êtes vraiment des héros, parce que c'est pas évident de se montrer, de dire voilà, nous sommes contre cette société qu'on nous annonce, qu'on veut nous imposer. Moi je discute avec les gens, tous ceux qui sont de notre côté sont ostracisés par leur propre famille, Ils sont souvent seuls au boulot, les collègues ne leur parlent plus, ne leur serrent plus la main, ne déjeunent plus avec eux. Et vraiment montrer que vous êtes contre cette forme de société qu'on nous impose. Moi je vous le dis franchement, vous avez toute mon admiration et je vous dis vraiment bravo, vous êtes des héros. Surtout venir un 15 décembre à Reims, alors que toute la télé nous parle de Omicron, voilà, on va tous mourir de Omicron. On fait peur aux gens, il faut venir en plus avec des passes. J'ai appris ce matin qu'il fallait avoir un pass pour prendre le train. Heureusement que je suis bon comédien et que j'ai pu dire qu'on m'a piqué mon téléphone portable, parce que sinon je ne venais pas. Il n'y avait pas de modération du coup. Voilà. Merci à vous. Merci. Donc déjà aussi je voulais féliciter les équipes là, qui filment, qui sont présentes. Vraiment bravo à elles. Je voulais féliciter Géraldine, je voulais féliciter
féliciter toutes les équipes là, qui sont autour. Je voulais féliciter le capitaine Alexandre, bravo à toi, capitaine, t'as amené. Franchement, on discutait là avec Philippe, c'était il y a vraiment, mais il y a tout le gratin, quoi. Il y a tout le gratin, donc bravo à toi. Et c'est pas évident parce que nous, on n'a pas les moyens des grands partis politiques, on n'a pas les moyens de certains qui se présentent là, comme ça, qui sont qui font les buzz à la télé, dans les médias qu'on essaie de mettre en avant, mais qui sont évidemment pour le système et pour le pass, hein, comme toujours, parce que ceux qui luttent contre, on parle pas d'eux au présidentiel, et évidemment, on se demande bien pourquoi. Alors aujourd'hui, là, je vais vous présenter, je vais modérer la première table ronde. Alors, donc il y aura le docteur Benoît Hoche, médecin généraliste du Luxembourg, passé à la Une TV, que vous connaissez, il va être en visio. D'abord le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, dont on dit évidemment que c'est un charlatan et qu'il aurait perdu la tête. Hein. On perd tous la tête, hein, nous sommes tous fous. Donc soignons-nous au Lexomil, hein, parce que et allons voir des psychiatres, parce que nous sommes en effet tous fous. Tous les gens qui regardent là en visio sont tous fous aussi. Donc voilà, donc le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, aura un mot. J'invite Vincent Pavon, voilà, où est-il? Sur scène, Vincent Pavon, enseignant, chercheur, mathématicien, maître de conférence, ex-Marseille, auteur aux éditions je vous donnais, voilà, j'avais les micros, et parents d'élèves engagés à Marseille. Bravo. J'appelle aussi docteur Emmanuel Darle, enseignante, chercheur, en data science, la dangerosité des vaccins. Et j'attends aussi le docteur Laurent Montesino, médecin réanimateur. Applaudissez. À la prévention des morts par la vaccination terminée. Applaudissez, il le mérite vraiment. Parce que je peux vous dire, les connaissances dans leur corps de métier, c'est pas évident. J'ai interviewé nombre de soignants qui ont été suspendus. Je peux vous dire que on peut croire que dans le corps médical, il y a une solidarité, mais en réalité c'est faux. Je peux vous le dire. Donc là, nous avons parlé des états des lieux, de la crise sanitaire, et de l'enseignement scientifique qu'on a eu sur cette dernière année. Alors, qui voudrait peut-être commencer? Docteur Pavon? Oui, avec plaisir. Alors, pardon, je vais commencer avec Dr Montesino parce qu'on va parler de l'hôpital. Excusez-moi. Donc, du coup, là, on a appris cette nouvelle 20% de fermeture de lits, quand même. C'est hallucinant, on nous fait peur avec cette 5e vague. Comment se passent actuellement les conditions des soignants à l'hôpital? Alors, déjà, je tiens à dire que je suis un petit peu au courant parce que je garde des contacts dans le milieu hospitalier, mais je n'en fais plus partie depuis le 15 décembre. À l'hôpital, les choses se passent très mal. Il y a beaucoup de services qui ferment et les services qui continuent à fonctionner, dans les services qui continuent à fonctionner, les gens sont en burn-out, ils sont débordés, les patients sont traités à la va-vite, c'est du travail à la chaîne, de moins en moins d'humanité. Et Monsieur Véran se demande ce qui se passe, alors il a émis des hypothèses, les soignants sont déprimés, ils ont trop donné, le métier n'est plus assez attractif, il a juste omis de parler des... Alors les chiffres sont difficiles à connaître, mais enfin,
il doit y avoir au moins plus de 100 000 soignants qui ont été évincés depuis le mois de septembre. Donc c'est pas 15 000 en fait. La version officielle, elle est un peu fausse. Bah, c'est à peu près le même rapport que dans les manifestations, quoi. Quand BFM dit 2000, c'est 2 millions, voilà. On peut résumer ça comme ça. Et donc il y a une carence en soins pour les patients tout venant, mais ce qu'on découvre dans les hôpitaux, c'est surtout une maltraitance majeure, affirmée, assumée, des non-vaccinés. Moi qui soigne maintenant des gens au travers d'une ONG, je suis revenu à la médecine générale et je fais beaucoup de Covid, surtout en ce moment, et je fais face à des gens absolument désespérés qui se font agresser, je dirais même violentés par leurs médecins traitants. Et alors dans le système hospitalier, c'est une horreur. Ils sont terrorisés à l'idée d'être hospitalisés. Dès qu'ils sont hospitalisés, on les insulte, on leur dit qu'ils ne méritent pas d'être soignés, qu'on devrait leur faire payer tous les frais d'hospitalisation, que c'est un scandale qu'ils osent se présenter à l'hôpital comme si les gens qui fument et qui ont un cancer du poumon ne devaient plus être traités, comme les gens qui boivent ne devaient plus être traités de leurs problèmes hépatiques. Si jamais on grille un feu, même si on l'a pas vu, on doit plus, et qu'on a un accident, on ne doit plus être soigné, on en est là. Il y a vraiment un terrorisme médical dans le milieu hospitalier, et je dois faire face à des gens traumatisés qui pleurent une fois sur deux lors des consultations, qui font dans larmes, qui nous remercient du fond du cœur. J'aurais jamais cru vivre une chose pareille de mon vivant. Est-ce que cette dégradation date d'il y a 18 mois ou déjà depuis X années, vous voyez que l'hôpital public décline? Il est clair que l'hôpital public décline depuis, je dirais, au moins une bonne vingtaine d'années. Voilà, les lits ferment les uns après les autres. En fait, il y a eu un bouleversement à partir du moment où la T2A, le système de codification des actes médicaux, est apparu. La qualité de la médecine a commencé à décliner. Et on s'est mis à envisager une médecine de rendement et non plus une médecine de soins, une médecine humaine. Les organisations hospitalières ont été remodelées. Avant, il y avait toujours le système du mandarinat, ces vieux chefs de service qui, effectivement, étaient ce qu'ils étaient, mais qui avaient l'humanité, qui dispensaient un enseignement de qualité et qui aimaient les gens, qui aimaient les patients. Et ça, c'est les services se sont disloqués, ils ont été regroupés en pôles, et il y a eu des chefs de pôle qui ont été des médecins finalement à la solde de l'administration. Toute la structure médicale qui était présente depuis, j'ai envie de dire, des siècles, a disparu, a été disloquée dans ces 20 dernières années. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, les moyens des hôpitaux ont été corrélés au rendement, à cette fameuse codification, et on s'est mis à faire une médecine presque commerciale, je dirais. Donc ça, ces naissances, j'ose dire, du système médical a commencé à partir de ce moment-là, et puis ça s'est accentué avec l'informatisation, parce que quand la machine à laver a été inventée, ça a fait gagner beaucoup de temps ménagère. On pourrait dire que l'ordinateur, l'informatique, on pourrait penser que ce soit un outil de travail incroyable pour la médecine. En fait, non. Ça a fait perdre énormément de temps aux médecins qui passent actuellement beaucoup plus de temps sur l'ordinateur qu'auprès des patients, parce que des programmes très compliqués de recueil de données ont émergé, et la médecine a perdu beaucoup d'humanité. Donc effectivement, là nous en arrivons à l'aboutissement de ce système.
un système, énormément de lits ont été fermés, on est dans un système très très lourd, où l'accès aux soins est difficile, l'accès aux patients est difficile, tout est cadenassé, et on est dans une médecine où il n'y a plus d'humanité. Je dois aussi dire un tout petit mot de l'evidence-based medicine. Avant, la médecine se transmettait d'humain à humain, les professeurs voyaient beaucoup de gens, ils avaient une grande expérience, et ils la transmettaient à leurs étudiants. C'était beau, c'est comme ça que la médecine a été apprise depuis toujours. Et là, maintenant, tout passe par des études, tout passe par des études qui sont généralement financées par Big Pharma, et la médecine, là encore, a été totalement dévoyée. Alors, est-ce que le fait que l'on fonctionnalisait aussi le médecin, qui devient plus un médecin libéral, est-ce que le fait aussi que il y a 33% de personnel administratif à l'hôpital, c'est-à-dire beaucoup plus que partout en Europe, a créé aussi ces conditions? Oui, tout à fait. C'était une catastrophe. Avant, c'était les médecins qui faisaient tourner à l'hôpital. Maintenant, ils sont à la solde les chefs de pôle sont à la solde de l'administration, elles-mêmes à la solde des hautes autorités de santé, du ministère de la Santé. Et du coup, ce ne sont plus les soins des patients qui passent en premier lieu, mais comme je viens de le dire, le rendement. Voilà, il faut que le système de santé soit rentable. Et depuis que l'administration a repris les rênes des hôpitaux, la qualité des soins ne cesse de diminuer. Alors, je vais poser une question un peu à tous les trois. Comment vous vivez le fait, avec vos collègues, le fait de ne pas accepter ce monde et ce pass sanitaire? Allez-y. On se sent seul un peu quand même. Il faut bien dire que dans cette crise qui se révèle, je crois, dans les structures, que ce soit à l'hôpital, mais également à l'université, je pense que Emmanuel fera le même constat que moi, c'est un dévoiement complet des raisons pour lesquelles, a priori, on s'est consacré à ce métier-là, et l'isolement total dans lequel on se trouve lorsqu'on essaie de défendre justement une part de vérité qui est celle des valeurs pour lesquelles, effectivement, on s'est engagé dans ce travail de soins ou dans ce travail de science. Donc moi, personnellement, ce que je dirais, c'est ça, c'est l'isolement et l'effarement et la sidération que ça crée de se retrouver un peu tout seul, alors qu'on pensait évidemment qu'on serait beaucoup plus nombreux à résister, en particulier à l'université, puisque la Constitution de 84, en fait, n'autorisait pas seulement, mais demandait aux enseignants-chercheurs de maintenir un discours critique, en particulier vis-à-vis de toute forme de confiscation d'un pouvoir dans la science, puisque on savait très bien, en particulier avec les grands totalitarismes des blocs soviétiques, que c'était toujours au nom de la science, bien sûr, qu'on confisquait les libertés. Et donc, en 84, fort de cette observation, le Conseil constitutionnel avait donné comme mission aux enseignants-chercheurs de résister contre la confiscation de la science pour confisquer les libertés. Et bien, malheureusement, aujourd'hui, les personnes comme Emmanuel ou moi, à l'université, qui essayons de défendre cette parole critique, on est complètement isolés, et c'est un grand sentiment en fait de solitude. Et pourtant, vous êtes à l'université Aix-Marseille, on pourrait dire que c'est une forme de bastion de la résistance, mais malgré tout, vous êtes seul. Seul, oui, moi j'ai pas eu beaucoup de soutien de mes collègues, ni de soutien moral, mais encore moins de soutien scientifique. C'est ça qui est le plus adhérent finalement. Bien que Marseille, effectivement, soit une ville aujourd'hui en France et peut-être même dans le monde qui est caractérisée par un ensemble de personnes très intéressées. Bon, Laurent Kelly va intervenir, il est de Marseille, moi je suis de Marseille, Louis Fouché bien sûr, Laurent aujourd'hui est sur Marseille aussi, professeur Raoult, Chabriguerre, enfin bon, on pourrait les nommer tant et plus. Alors, il y a peut-être un rapport dans cette ville, je pense, à la misère, à la souffrance qui est particulier. Marseille est une ville très pauvre, extrêmement contrastée, et qui a besoin de beaucoup de soins. Et je pense que c'est ça, Raoult a toujours dit qu'on se souvient d'une réplique célèbre sur un plateau de télé en disant « mais moi, les gens, je les ai soignés ». Voilà, c'est ça. Et je pense que comme c'est une ville qui demande beaucoup de soins, dans lesquels il y a énormément d'inégalités, de souffrance, je pense que du coup, devant la souffrance des gens aujourd'hui, dans les situations de Covid, Laurent rappelait toute la souffrance des gens qui ne sont pas soignés, qui sont ostracisés dans les hôpitaux.
Peut-être qu'à Marseille, il y a un peu plus de lucidité et plus de perspective par rapport à ça. Marseille est une ville pauvre qui demande beaucoup de soins, et c'est peut-être pour ça que dans les universités, dans les centres de soins, on a ces personnes qui disent non, c'est pas le sens de notre humanité, c'est pour ça que nous on s'est engagés aussi bien dans l'enseignement que dans le soin, et on refuse absolument, bon, c'est une ville un peu rebelle, au moins dans le fantasme. Je ne sais pas si elle est réellement dans l'histoire, vraiment dans le fantasme, c'est une ville rebelle, qui a aussi une histoire qui est plutôt grecque que gallo-romaine, justement, et ça peut peut-être aussi expliquer des choses. Mais en tout cas, oui, malgré ça, on reste quand même un petit peu isolé, et l'administration cherche à nous diviser, comme l'a rappelé le capitaine Alexandre Dumont. Alors, Madame Darle aussi, vous êtes isolée, on vous divise. Oui, donc moi je suis de Poitiers, donc je suis près de Marseille, mais Poitiers c'est une toute petite ville, enfin voilà. Il y a un vrai fossé aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et la recherche. En fait, il y a vraiment il y a des résistants dans les universités, ils sont très rares, ils ne se montrent pas. Mais par contre, ils essayent de faire les choses quand même, de pouvoir essayer de faire eux-mêmes leurs propres recherches à côté. Mais en fait, ce fossé-là, on le perçoit en fait partout aujourd'hui dans la société. En fait, il est très symptomatique. Et c'est juste en fait un lieu en fait où ça se reflète. Mais oui, moi par exemple, je suis extrêmement isolée par mes collègues. Voilà. Moi, je vais vous dire, j'ai interviewé nombre d'universitaires et j'ai l'impression, suivant la réponse, que l'université est devenue une sorte de, de bien-pensant, c'est Sciences Po, quoi. Alors en fait, déjà il faut savoir qu'à l'université, il y a une loi qui est passée il y a plusieurs années, qui est la LPPR, donc c'est la loi la loi pour la recherche. En fait, en gros, c'est aujourd'hui les universités sont financièrement responsables en fait de leur parc immobilier, etc. Il y a une précarité qui est de plus en plus constante, en fait, qui grimpe chaque année. Et derrière, en fait, aujourd'hui, les formations, c'est on essaye de mettre le moins d'heures possible, former le moins possible pour réduire les coûts. Parce que derrière, il y a eu un baby-boom de l'an 2000, les universités n'ont pas... Il n'y a pas eu d'argent, malgré les promesses des présidents qui se sont succédés, à gauche comme à droite. On est toujours au même niveau de précarité, ça s'accentue, et derrière, les étudiants aujourd'hui, en fait, on forme des robots, simplement des robots, pour que derrière, ils puissent s'insérer dans l'industrie. Voilà. Et les cours à distance, et ça, Vincent, je pense, pensera pareil, en fait, c'est de la grande mascarade, c'est du théâtre. On nous a dit, allez, prenez vos étudiants par Zoom, débrouillez-vous. Mais en fait, voilà, c'est pas ça, éduquer ou... C'est pas ça, transmettre le savoir. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, applaudissez-le. J'ai une question parce que je vois maintenant sur votre télévision. Vas-y. Je vous prie de m'excuser, on avait un problème technique ce matin avec le professeur qui est au téléphone en fait. Donc on va pouvoir balancer la vision du professeur et revenir aux questions. Et merci à tous. Professeur, vous êtes là? Oui. Vous entendez? Donc on vous entend bien, professeur, et on voit votre vidéo. Bienvenue à vous au congrès. Je voudrais simplement vous faire passer deux messages, des messages très importants que j'ai constatés depuis sur la situation que j'ai constatée depuis qu'a commencé cette énorme aventure avec le Covid-19 et maintenant avec les vaccins. Ce qu'on appelle des vaccins ne sont pas des vaccins et ils ont des effets secondaires très très importants. Deux effets secondaires. D'abord, parfois juste après l'inoculation, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont très bizarres, que les gens ne contrôlent pas, mais surtout, il y a après, parfois, pas toujours, heureusement, mais il y a souvent des problèmes cardiovasculaires, des arrêts du cœur, des thromboses, des choses comme ça. Et enfin, le message que je voulais passer, c'est qu'il y a une partie d'inconnu. On ne connaît pas les effets
secondaires à long terme. Ils n'ont pas vraiment été constatés dans les essais cliniques. Ils peuvent se produire peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne sait pas. Il s'agit d'effets neurologiques sur le système nerveux. Et nous étudions actuellement des personnes qui sont très malades parce que probablement leurs prions ont été activés. Il y a dans le gène qui code pour la protéine de surface du virus, il y a une séquence toute petite, pas très grande, pas très longue, d'acide aminé, mais qui peut se modifier dans sa configuration. C'est une partie de la protéine qui peut se modifier et surtout transmettre cette modification à d'autres protéines du corps de la personne. Donc nous avons un phénomène de sorte de contagion au niveau moléculaire qui est connu, qui donne ce qu'on appelle la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et ces personnes, il y en a à peu près 7 ou 8 actuellement que nous suivons. Ces personnes sont très très malades. D'ailleurs, professeur, si vous me permettez d'intervenir, nous aurons sûrement demain une intervention de M. Marc Doyer, qui est de Verity France, et qui justement est confronté avec ça à son épouse, c'est-à-dire atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Lorsque ces choses se déclenchent, je ne sais pas s'il n'y en aura pas d'autres, je ne sais pas. Et donc, il faut arrêter cette diffusion du virus, de la vaccination. Il faut arrêter car on ne connaît pas les effets à long terme de ces inoculations. Elles peuvent être très dangereuses, et notamment chez des gens jeunes, des enfants par exemple. On a eu dans le passé un scandale sanitaire où des enfants reçus de l'hormone de croissance contaminés avec des prions, et 120 enfants sont morts à cause de ça, de cette erreur. Ils ont reçu un extrait d'hypophyse qui était contaminé avec des prions. Ces personnes, les cadavres qui ont donné ces extraits d'hypophyse ne sont pas morts de Creutzfeldt-Jakob, ils sont morts d'Alzheimer probablement, d'injection d'aluminium, car des expériences chez les moutons, on peut reproduire ces effets de la maladie d'Alzheimer chez des moutons par injection simplement de l'aluminium qui est utilisé comme adjuvant des vaccins. Donc, attention, et ne mourrez pas par ignorance, ne faites pas mourir les tours des autres par ignorance. C'est ça mon message. Merci à vous. Merci à vous, professeur. Je vous laisse mon téléphone direct pour ça, vous puissiez suivre les interventions et rester avec nous. Restez avec nous, c'était un plaisir de vous accueillir. Et je rends le micro à Mike Borowski. Vous, votre expérience du coup? Moi, j'ai commencé à me sentir seul dans le milieu hospitalier dès que j'ai commencé à me démarquer de mes collègues. Je voyais des choses... Alors je vais vous couper, parce que j'ai entendu pas mal d'hospitaliers, et dont des psychiatres de l'hôpital de Villejuif. Ils m'ont dit, moi je dis, mais attendez, vos collègues, ils vous soutiennent ou pas? Non, ils m'ont dit, comme c'est la loi, c'est normal que tu sois viré. Est-ce que vous avez eu ce type de réaction? Je dirais... Enfin, je dirais déjà que moi, je n'exerce plus depuis le tout début du mois de septembre, avant même l'instauration du pass sanitaire, parce que la direction de la clinique dans laquelle je travaillais a pris conscience que je m'exprimais en public contre cette imposture pandémique, et ils m'ont viré, voilà. Moi, j'ai eu 15 jours d'avance sur les autres. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai beaucoup d'amis médecins, praticiens hospitaliers qui sont des gens intelligents, sensés, qui
quand je discute avec eux, ils admettent les incohérences, ils admettent qu'il y a des choses bizarres, là, comme l'interdiction de l'hydroxychloroquine, cette histoire de passe sanitaire, ils trouvent ça excessif, mais ils sont incapables d'aller plus loin dans leur raisonnement. C'est-à-dire que quand je leur dis, mais regardez, voilà, on a un vaccin, il y a 15 études, une quinzaine, une vingtaine d'études sur ces vaccins qui sont mal faites et tout à fait critiquables. D'un côté, on veut vacciner le monde entier. D'un autre côté, on a deux médicaments, l'hydroxychloroquine, plus de 250 études, pas si mal faites, globalement, il y a un petit peu de tout. On a l'ivermectine, près d'une centaine d'études, dont certaines de grande qualité. Et donc, on a une présomption d'efficacité incroyable, et bien plus importante que celle des vaccins. Et donc, on devrait quand même essayer de traiter les gens, au moins essayer, parce que ce sont des médicaments qui ne coûtent pas cher, et qui sont parfaitement sans danger, et qu'on connaît depuis plus de 40 ans, 60 ans même, je dirais. Et alors, pourquoi ne pas traiter les patients? Et alors, mes collègues me répondent, mais oui, mais en fait, ce sont des études qui ne paraissent pas dans des grandes revues, il faudrait peut-être en faire encore. Je dis, mais combien il va en falloir? 2000 pour qu'on accepte de traiter les gens? Oui, mais quand même, les hautes autorités de santé. Et en fait, mes collègues ne sont pas capables d'admettre que les hautes autorités de santé puissent ne pas vouloir complètement le bien des patients et de la population. Ils ne peuvent pas envisager le fait qu'elle soit corrompue, que le gouvernement ne fasse pas tout pour protéger sa population. Et ils bloquent là-dessus. Parce qu'un médecin hospitalier s'est habitué à obéir à des instructions. Et même si, par exemple, ce qu'on nous a dit au tout début de la pandémie, les instructions des hautes autorités qui étaient d'intuber les patients tout de suite, dès qu'ils étaient sous 2-3 litres d'oxygène, de surtout pas mettre d'anti-inflammatoires, se sont avérés être absolument catastrophiques. On a commencé à faire ça, on a bloqué les réanimations, et ça a été une catastrophe, alors que après on s'est rendu compte que finalement, si on faisait exactement comme on a toujours fait, les choses se passaient beaucoup mieux. On s'est mis à utiliser des corticoïdes, on nous a dit qu'il fallait surtout pas utiliser, et finalement on les a utilisés juste parce qu'on connaît notre métier et qu'on a du bon sens. Ça a révolutionné le pronostic. On s'est mis à réutiliser les systèmes d'oxygénothérapie à haut débit qu'on utilisait auparavant, et ça a permis d'éviter bien des intubations et de soulager fortement les réanimations. Et donc ils reconnaissent que les instructions qu'on a eues étaient juste le contraire de ce qu'il fallait faire. Mais ils disent oui, c'est de l'incompétence, ils veulent se couvrir, ils n'osent pas prendre de risques. Pour l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, pourquoi ne pas les utiliser? Oui, mais parce que principe de précaution, mais à côté de ça, on propose une thérapie expérimentale, on veut la donner à des enfants, on la donne à des femmes enceintes. Les femmes enceintes, normalement, quand elles buvaient un demi-verre de vin, c'était une catastrophe absolue. Maintenant, on les vaccine avec une thérapie génique expérimentale, et le nombre de fausses couches a été multiplié par 230, et ça ne gêne absolument personne. Donc, mes collègues, quand je leur dis tout ça, ils ne peuvent pas réfuter mes arguments parce que c'est juste la vérité. Mais ils n'arrivent pas à admettre que les autorités de santé ne fassent pas tout pour régler la crise. Voilà. Et c'est en ça, effectivement, je suis un petit peu considéré comme au mieux un extraterrestre, au pire un fou. Merci. Alors, allez-y, applaudissez. Docteur Emmanuel Barle, est-ce que vous êtes d'accord justement que voilà, on a des structures qui ne veulent pas forcément du bien aux gens? D'ailleurs, vous avez dénoncé la manipulation des chiffres des morts de la pharmacovigilance européenne. Voilà, vous dites que des morts étaient enlevés chaque semaine, c'est quand même pas rien.
Est-ce que la propagande a marché déjà sur les médecins, sur les médecins dont parle Dr Montesino? Et voilà, est-ce qu'en effet, on a des structures qui veulent pas le bien des gens? Alors déjà, en fait, il y a deux questions dans la question. La première, c'est la manipulation des chiffres. Donc en fait, je ne suis pas la seule à avoir dénoncé la manipulation des chiffres. Il y a Vincent, Pierre Chaillot. Au niveau de la pharmacovigilance européenne, on s'est aperçu qu'effectivement, en fait, chaque semaine, l'Europe cache des morts à coup d'à peu près entre 500 et 1000 morts, à peu près, en moyenne. Donc, histoire de faire baisser les statistiques. On s'est aperçu également que que ce soit dans la base de données européenne ou dans la base de données américaine, ce qui ressortait, c'était surtout les myocardites chez les jeunes, les garçons, des cécités qui arrivent le jour même de l'injection sur des enfants. Donc tout ça, on dit toujours, ça n'arrive pas, ça ne peut pas arriver à mes enfants, ça arrive aux autres. Ben ouais, mais au bout d'un moment, malheureusement, ça arrive. Quand on joue trop avec la roue, à un moment donné, ça tombe. Donc, vacciner demain les enfants, ça sera une tuerie. C'est la pure irresponsabilité. Les enfants doivent être protégés. C'est notre mission en tant que parents que de protéger ces enfants. Et donc voilà. Après, votre question sur est-ce que les structures sont prêtes à entendre ce message? Pour le moment, en fait, non. On est censuré. Le Conseil scientifique indépendant a été censuré partout. De YouTube, parfois même de Facebook. Et la tribune qu'on a co-signée qui a été écrite par Laurent Mulcahy, s'est même fait censurer de Mediapart. On atteint un niveau de censure, un niveau de totalitarisme qui est sans précédent dans l'histoire de la France. Enfin, la dernière fois qu'on a vu ça, quand on fait souvent l'amalgame entre 39 et 45, finalement, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, on y est. Sauf qu'en fait, on refuse de le voir. Donc, voilà. Après, on espère, Vincent, on travaille énormément par rapport à ça, de pouvoir parler avec les parlementaires, les sénateurs, peut-être pour essayer de faire changer les choses. Voilà. Alors, je vais rebondir là-dessus. Je continue avec madame quand même. Elle est là, donc je continue avec elle. Ne vous inquiétez pas, je vais venir vers vous. Mais du coup, vous me dites voilà, que vous avez été censuré par YouTube, par les réseaux sociaux. Bon, ça, on sait que c'est des GAFAM et que eux, voilà, on sait pour qui, en gros, ils travaillent. Mais c'est quand même surprenant que Mediapart vous censure. Et puis, comment ça se passe au niveau de l'État? Est-ce que vous recevez des pressions? Alors, ce qui a été censuré, c'est la tribune écrite par Laurent Mulcahy, qui était blogueur en fait, de Mediapart. On est censuré de partout, de toute façon, ça on le sait. Même dans les universités, on ne doit pas porter finalement un message parce que oui. Alors moi, personnellement, je ne veux pas parler trop de l'université ici, puisqu'en fait je sais qu'on a un live sur Facebook, j'ai pas envie d'avoir des problèmes supplémentaires, donc je vais me passer de parler de mon cas. Mais j'ai des collègues effectivement qui ont été par exemple à Bordeaux, qui ont reçu de vives pressions de la part de leur directeur de département, directeur de leur institut. En fait, la liberté d'expression qui est si chère en fait aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs en fait en France, puisque c'est pour ça finalement qu'on exerce aussi notre métier, c'est cette liberté, cette indépendance. Aujourd'hui, en fait, elle n'est qu'une théorie, parce que dans le concret, elle n'existe plus. Voilà. Mais en gros, c'est les GAFA, quand même, malgré tout, qui font les opinions, qui défont les opinions. Non, c'est la pensée unique. C'est la pensée de quelques personnes qui sont dans la peur ou qui veulent plonger le monde entier dans la peur, qui dirigent finalement cette pensée, qui manipulent les masses. C'est des verrous, c'est des phénomènes psychologiques que Vincent parlera très mieux que moi, pour conduire les gens finalement à une situation de chaos dans lequel, pourquoi pas, ils seraient capables de remettre un ordre, l'ordre qui les arrange. Voilà. Alors,
Docteur Parent, vous avez accusé quand même, c'est pas rien, le professeur Fontanet d'avoir fait une étude sur des bases bidonnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on peut faire ce type d'étude et être crédible et légitime. Oui, Cauchemès, Fontanet, qui sont parmi pour moi les pires représentants de cette déliquescence intellectuelle qu'on subit aujourd'hui et qui sont pour moi des escrocs. On les a effectivement, on a déposé une plainte contre X, effectivement, contre l'étude Comcor et contre le préprint du 28 juin qui effectivement soutenait les conseils scientifiques permettant de faire voter le pass sanitaire et l'éducation vaccinale des soignants. Et donc, ces plaintes contre X, elles sont portées pour escroquerie, faux, usage de faux, trafic d'influence. Évidemment, dans ces plaintes contre X, ça apparaît les noms, en particulier de M. Cauchemès et de Fontanet, parce que ce sont des personnages importants du conseil scientifique et ce sont eux qui, normalement, sont censés être la référence pour les chiffres, pour les modèles. Et moi, quand j'ai commencé à m'engager dans cette lutte contre effectivement le mensonge finalement, parce que le gouvernement dit qu'on peut douter de tout, chose des chiffres, mais je vous garantis qu'on peut douter des chiffres, hein, c'est pas un problème. Et donc parce qu'il y avait des trucages, des bidonnages en fait. Et là j'ai lancé aussi ici la semaine dernière une demande de rétractation sur un des premiers articles justement de ces deux sinistres personnages qui étaient censés accréditer l'efficacité des confinements en Europe. C'est une hérésie. Les calculs montrent que si vous faites ça honnêtement, les confinements ont accéléré par 1,5 fois effectivement la diffusion du virus en vérité. Bon. Et donc oui, ces gens-là n'ont aucune honte. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des gens extrêmement médiocres. On vit dans tous les systèmes totalitaires de manière générale, c'est la revanche des médiocres, des gens qui n'ont pas vraiment réussi par leur talent. Et là, on le voit bien quand, par exemple, le professeur Montagnier ou le professeur Raoult sont attaqués. C'est des gens extrêmement brillants qui ont réussi. Et à l'inverse, vous avez des gens comme Cauchemès et Fontanet qui sont des gens, je vous assure, hein, sans aucun bagage scientifique de ce nom, qui n'ont jamais été rien ni quoi que ce soit au niveau de la science, et qui donc, pour exister, eh bien, tout simplement, sont réduits à truquer les chiffres. Effectivement, l'étude Comcor, qui était censée montrer que c'était dans les bars et dans les restaurants qu'on se contaminait plus que dans les autres endroits, c'est une étude complètement truquée, vous voyez dès le début. Enfin, tous les gens qui savent comment on fait les statistiques, comment on calcule les indicateurs, comment on manipule ça, voient d'entrée de jeu qu'il y a des contradictions insurmontables. Et donc là, je suis en train de préparer effectivement un nouveau gros travail sur cette étude Comcor, parce que, si vous voulez, ça va loin dans l'art de l'escroquerie quand même. Et en fait, c'est l'épidémiologie mathématique, d'abord, il n'y a aucune consistance scientifique, c'est une chimère depuis le début, depuis 1927, qu'elle a été effectivement un peu consacrée par Kermak et Kedwick dans un article effectivement assez célèbre où tout est faux dans l'article. C'est fantastique. Et la première des faussetés, c'est le seuil d'unité collective. L'unité collective, ce seuil qui n'existe pas, alors on veut les balancer à 60%, puis c'est 70, puis 80, 90, 95, bientôt 100%, voire 110%. On n'est jamais assez sûr. Bon. Et donc on voit que ça n'existe pas. Et c'est au nom de cette unité collective complètement chimérique qu'on veut imposer la vaccination des enfants. Et en fait, depuis le début, tout est faux. Donc oui, moi je dénonce ça parce qu'il y a quelque chose, Alexandre Julien Brunet rappelait qu'on est aujourd'hui dans un certain rapport à la vérité. Bon. Et normalement, les mathématiques, c'est le langage de la vérité. C'est le langage de la vérité, mais vous ne pouvez pas le truquer comme vous voulez, c'est pas possible. Bon. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux, mais vous ne pouvez pas voter des choses qui n'existent pas en fait. Et je profite que le professeur Luc Montagnier est avec nous pour rappeler que Luc Montagnier faisait partie il y a longtemps déjà, mais du comité Maurice Audin qui avait été monté par Laurent Schwartz. Et Laurent Schwartz disait, bon, vous savez, les mathématiques c'est subversif pour cette simple raison que vous ne pouvez pas vraiment truquer les mathématiques. Et donc, si on vous annonce des choses et qu'elles ne sont pas vraies, eh bien, vous les trouverez. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Arnaud Fontanet. Oui, je l'ai accusé, je continue à l'accuser en tant que directeur de cette étude Comcor et d'autres, de truquer les chiffres. Donc du coup, ce qu'on nous a dit dernièrement que danser permet la propagation, parce que j'ai cru évidemment, c'est faux alors. Dites-le. En tout cas, c'est pas par les études chiffrées statistiques de Comcor que vous avez démontré ça. Peut-être que c'est plus risqué. Il faudrait faire des... Mais c'est improuvable. En gros, de toute façon, il n'y a aucun moyen de prouver. Moi, personnellement, je pense que c'est pas du tout plus risqué que d'être Premier ministre. Hein. Effectivement, et donc, c'est certainement pas avec des fausses études statistiques sur des sondages où les gens répondent en plus ce qu'ils veulent que vous allez montrer qu'on soit là-dessus. Mais les gens y croient malgré tout. Parce que lorsqu'ils voient un professeur, ils se disent quand même c'est une sommité, le grand public croit que cette personne est une sommité, et donc elle est légitime. Oui,
ben, c'est la faute des médias, effectivement, de se fier aux titres et de jamais regarder les études. Enfin bon, moi, quand j'ai commencé à étudier, effectivement, toutes ces manipulations dans les articles, parce que bon, il y a ce 27 pièces, mais c'est pas le seul, c'est que le sommet, la pointe émergée de l'iceberg, c'est vraiment, en réalité, on découvre que depuis toujours, et en particulier depuis les industries du tabac, la science épidémiologique en fait est complètement infiltrée, complètement truquée. Donc les médias en fait, ils voient quelqu'un qui sort de Pasteur, ils voient quelqu'un qui sort des arts et métiers, c'est le cas de Fontanet, donc Pasteur c'est pour Cauchemette, avec derrière en plus des services de presse en général de ces instituts-là qui bossent effectivement. Bon, Pasteur a des services dédiés pour faire diffuser, vulgariser son information, et donc on va servir aux journalistes ce qu'ils ont besoin d'entendre, on va vulgariser, parce que de toute façon ils ne sont pas capables de faire autre chose que de raconter n'importe quoi à un niveau qui soit audible par tout le monde. Donc bon, ils sont dans leur élément pour discuter avec des journalistes. Du coup, effectivement, quand c'est des vrais scientifiques, ce que j'ai fait, qu'ils leur envoient des dossiers de 100 pages pour dire, vous savez, ils ont quand même truqué leurs chiffres. Il n'y a pas de retour. Et donc, Vincent Pavant, c'est n'importe qui, petit maître de conf à Marseille. En plus, Marseille, c'est les raquettes gaulois avec le Dr Hout. Bon, bah voilà, on ne va pas les prendre au sérieux non plus. Et donc, du coup, même si vous écrivez 100 pages de démonstration mathématiques, bon, vous passez à l'as. Justement, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Est-ce que vous sentez qu'il y a, un clivage entre Marseille et Paris? Est-ce qu'on vous le fait, on vous fait comprendre? Oui, on le ressent. Ah oui, à Marseille, oui, bah Marseille c'est Raoult. C'est bon, on a compris. C'est pas la peine. En plus, c'est Fouché maintenant, et puis Kelly, encore pire. Bon, moi ça va, ils osent pas trop, parce que c'est vrai que bon, moi j'écris des démonstrations, donc comme vous disiez, les démonstrations c'est vrai ou faux, et puis bon, un journaliste ne pourra pas être un peu prudent. Donc moi on m'ignore splendidement en général, malgré effectivement tout ce que je dis, ce qui fait que bah, du coup, comme on est quand même cohérent à Marseille. Bon, si les journalistes ne peuvent nous écouter, ben nous, maintenant, on va en justice. Voilà, on porte des plaintes au pénal. Vous avez porté plainte là récemment? 2 plaintes au pénal, une troisième plainte. Par exemple. Oui, donc une plainte au pénal contre le pré-prime du 28 juin, donc qui a servi de support à l'avis du 6 juillet et par suite au vote des lois, qui est une imposture à un niveau invraisemblable. Enfin, moi, dans ma vie de chercheur, j'ai jamais vu des impostures à ce niveau-là. On a demandé à Cauchemette, je lui ai dit, bon, ok, vous présentez faire des calculs qui montreraient que si on enferme toute la population ou si on enferme que les non-vaccinés, ce sera les mêmes résultats en termes de contrôle de l'épidémie. Ok, allez, faisons semblant de vous croire, au moins 2 minutes pour avoir les calculs, mais donnez-moi les calculs. Bon, ils n'ont jamais voulu. Ah, vous comprenez, vous n'aurez les résultats que quand ce sera publié dans une revue à comité de lecture. Ok, mais dites-moi dans quelle revue vous avez publié. On n'a toujours pas le résultat. On a demandé effectivement au directeur de la situation en disant demandez-lui, nous on veut savoir, parce que moi je vais l'adresser au directeur de la revue. Impossible. Donc, c'est une plainte pour faux, usage de faux, sur le fait, etc. Idée pour Comcor. Effectivement, pareil, faux, usage de faux, trafic d'influence, parce que c'est des méthodes effectivement totalement manipulatoires. Et ça suffit. Enfin, moi, j'ai toujours comme image en tête Laurent Schwartz qui disait voilà, les mathématiques c'est le langage de la vérité, donc si vous mentez avec, c'est que vous n'êtes pas mathématicien. Et en tant que mathématicien, on a le devoir, et en tant que scientifique en général, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dévoiement du langage mathématique pour essayer de truquer les chiffres. C'est ce qu'a fait l'Union soviétique pendant 70 ans. Bon, à la fin, ça ne marche pas, c'est cool parce que vous ne pouvez pas mentir comme ça, et les chiffres sont truqués, Lysenko truquait les chiffres, et que je faisais des Fontanet, pour moi, font exactement la même chose. Allez, c'est vraiment un témoignage édifiant. Parce que, en gros, on apprend quand même que le monde de la science en France, bon, je ne parlerai pas de l'étranger, mais en tout cas en France, c'est une forme de panier de crabe. Là, en tout cas, pour ceux qu'on voit dans les médias mainstream, ceux du conseil scientifique, tous ceux qui les appuient, pour moi, oui, ça fait partie, de toute façon, on en est là où on en est, parce que, pour moi, il y a une décadence de l'université, une déliquescence de la pensée, l'esprit scientifique n'est absolument plus respecté, et effectivement, on est dans des gens qui, hélas, comme disait Emmanuel, l'université se contente de dispenser des cours à des étudiants qui sont là pour les écouter à peine. Ce qu'ils veulent, c'est avoir leur diplôme à la fin, et puis c'est tout. L'esprit, effectivement, de la vérité, qui normalement est celui, les chercheurs, les scientifiques sont là pour aller à la conquête de la vérité. Quand j'ai la conquête, c'est que c'est difficile. Cet esprit-là a disparu. Mais est-ce que la science en France, le monde scientifique en France se politise au détriment de la compétence? Moi, par exemple, j'ai un ami qui a sa chaire à l'université de Lausanne, comme il est marié avec une Suisse, donc du migrant suisse, et il m'a expliqué, lorsqu'il passait ses entretiens, que lui, il n'avait qu'un seul doctorat, mais que ses concurrents en avaient 3 et 4. Est-ce que justement la qualité de nos scientifiques baisse? Oh bah oui, enfin moi c'est mon avis, je vous dis, voilà, et c'est pour ça qu'on en est là, je pense que ça baisse énormément, y compris en mathématiques, hélas.
Et on paye vraiment, pour moi c'est une crise de la connaissance, c'est une crise du niveau scientifique, et c'est pour ça que les gens peuvent raconter n'importe quoi sans être contredits. Voilà, c'est ça effectivement. Merci. Alors, la parole est au docteur Benoît Roche, qui est là en vidéo. Voilà. Bonjour. Bonjour docteur. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Allez-y, vous avez toute l'assistance qui est tout oui. Merci docteur. De mon cabinet médical. Je travaille ce matin, j'ai pris un petit peu de temps pour vous parler. Quelle est ma situation? Moi, je travaille au Luxembourg, donc je suis médecin généraliste. On est en première ligne. Donc, ce dont Vincent Pavon nous parle, on le voit directement en direct depuis 1 an et demi. On a vu des gens laissés complètement à l'abandon à la maison. Il y a un grand pourcentage de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir vu aucun médecin parce qu'ils ont changé les protocoles de médecine. Ils ont décidé que soudainement, un patient qui était malade, on n'allait plus le voir. C'était bizarre ça. Que les médecins n'avaient plus le droit d'aller voir les médecins, d'aller voir les patients malades. Avant, on avait une obligation d'aller voir des patients malades. Maintenant, on a le droit de les laisser mourir à la maison. C'est un truc incroyable. On a le droit de laisser les personnes âgées mourir dans une maison de retraite sans aller la voir. On a le droit de ne plus lui donner de médicaments lorsqu'elle a une pneumonie. Parce que la SCRP qui était donnée, on ne lui donne pas de médicaments parce que le ministère a dit qu'il ne fallait pas donner de médicaments. Il n'y avait pas de médicaments efficaces. Même pas un antibiotique. Même les médicaments qui ont été dits efficaces, la cortisone, l'oxygène, les antithrombotiques, il ne faut pas les donner. On risquerait de leur faire une surmédication. C'est des trucs complètement incroyables qu'on a vus et le plus incroyable, c'est qu'il y ait des médecins qui soient rentrés dans ce système, qui soient rentrés dans cette obéissance. Et ça m'a désolé énormément, ça m'a choqué même l'année dernière. Alors non, ça continue encore, il y a encore des patients qui ne sont pas traités, il y a encore des patients qui sont laissés tout seuls à la maison. Maintenant, on a les vaccins, il y a plein de médecins qui marchent dans cette histoire de vaccination sans aller voir aucun résultat des effets indésirables, aucun résultat de vigilance. On peut estimer actuellement que minimum, officiellement, il doit y avoir environ, moi je calcule entre 100 000 et 120 000 morts officiels. En prenant la mortalité de 40 morts par million de vaccinations, il doit y avoir 120 000 morts. Alors ça, c'est quelque chose que je dis à mes patients vaccinés. Ça les fait réfléchir, parce qu'il n'y a pas de médicament qui doit faire 100 000 morts, c'est impensable. Et je reviens toujours au Dalvaxia qui a été fait en 2016-2017 aux Philippines, où il y avait officiellement 600 enfants qui sont morts. Le monde, pour minimiser les choses, a dit qu'il y avait seulement 17 morts. Alors, j'aimerais comprendre, pour 17 morts, on arrête un médicament, on arrête l'usine de fabrication de Sanofi Pasteur du médicament, on fait un énorme procès à Sanofi Pasteur, et pour 100 000 morts, on continue les vaccins et on continue à le faire aux enfants. On veut le faire aux enfants. Donc ça, c'est un argument que je reprends énormément avec les patients vaccinés ou avec les personnes qui ont des doutes. Ça les fait énormément réfléchir, ça. En plus, c'est des chiffres qui sont officiels, on ne peut pas nous dire que c'est de la complotiste, c'est vraiment des chiffres officiels. Donc, je conseille à tout le monde de parler de ça, parce que ça choque les vaccinés ou les personnes qui commencent à avoir des doutes. Ces personnes qui commencent à avoir des doutes aussi parce qu'on leur dit de faire la 3e vaccination, parce qu'on leur dit qu'ils peuvent tomber malades. Et puis, en plus, on voit actuellement, dans mon cabinet, actuellement, 1 personne sur 2 qui a le Covid, c'est une personne vaccinée. Hein. Ça va vraiment en augmentant. On va voir, comme en Israël cet été, on va probablement avoir 90% des personnes qui ont fait le Covid ou qui vont décéder du Covid qui seront vaccinées. Malheureusement, en Israël, il y avait probablement plus de démocratie parce qu'il y a quand même des fuites qui sont passées dans les journaux avec les directeurs des hôpitaux. Chez nous, en Europe, ça passe pas. Les médias contrôlent tout, les médias filtrent. Dernièrement, j'ai fait une intervention devant 2000 personnes ici à Luxembourg, ce qui est déjà très très important. J'ai beaucoup de personnes qui sont derrière moi au Luxembourg. Je dérange beaucoup. Je suis au tribunal, je dérange aussi. Ils veulent essayer de m'éliminer, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas encore. Et ils ont peur de faire quelque chose contre moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi.
Donc j'ai peut-être la possibilité de faire avancer les choses et je vais tout faire ce qui est en mon possible de faire pour faire avancer les choses. Merci à tous ceux qui s'engagent dans la lutte parce que c'est une lutte qu'on est en train de mener et j'espère qu'on arrivera à un résultat. Alors, docteur, j'avais une question. J'ai peur de ces gens qui sont capables de nous manipuler, qui sont encore capables de nous trouver autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous trouver. Parce qu'au mois de janvier, février, normalement, il y aura minimum 50%, pour moi, il y aura minimum 50% de la population qui seront contre le vaccin. Je prends pour exemple Israël. En Israël, actuellement, ils n'arrivent plus à faire aucun vaccin. La troisième vaccination est bloquée à 44% et la vaccination totale est bloquée à 62%. Donc c'est des chiffres qui sont encourageants pour nous, en espérant qu'on va avoir la même chose dans les 2 ou 3 prochains mois. Docteur, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Alors, je voulais savoir, donc du coup, votre témoignage nous montre qu'en fait, ce qui se passe au Luxembourg, enfin ce qui se passe en France, se passe aussi au Luxembourg. Est-ce que je suis régulièrement en contact avec Pascal Sacré aussi en Belgique, puis je suis en contact avec des médecins allemands. En Allemagne, ça paraît pire qu'ici au Luxembourg. Hein. Est-ce que c'est une vision européenne? Est-ce que voilà, l'Union européenne met peut-être son nez dedans et voilà, impose des protocoles? Alors, je vois énormément de personnes qui travaillent à la communauté européenne ici au Luxembourg. Et oui, ils ont les textes de loi qui passent par la communauté européenne. Au niveau de la Cour de justice européenne, il y a plein de personnes qui me sortent des textes. Et tous ces textes passent finalement par la Cour de justice européenne. Donc vous voyez que c'est une organisation qui est au niveau de l'Europe, oui, c'est sûr. Dites-moi, vos patients, lorsqu'ils viennent vous consulter, comment ils sont? C'est-à-dire, est-ce qu'ils croient dans la propagande? Est-ce qu'ils doutent? Ou est-ce qu'ils doutent de la propagande? Est-ce qu'ils ont une forme de doute, justement? Alors, je suis au Luxembourg, je suis connu au Luxembourg, j'ai été médiatisé par les médias, et donc ici au Luxembourg, ils savent que je prescris des médicaments, et je ne me gêne pas. Et puis en plus, ils n'osent plus rien faire contre moi, parce que s'ils osent faire quelque chose contre moi, ils risquent d'avoir un mouvement du peuple contre eux. Donc il y a vraiment un mouvement qui s'est créé. Toute la population qui a le Covid ici au Luxembourg vient me demander des ordonnances ici, parce qu'ils ne trouvent pas d'autres médecins pour leur prescrire des médicaments. En plus, qui est apolitique, qui n'a pas de revendication et qui se veut complètement pacifique et qui réunit le peuple, vraiment le peuple, avec toutes les catégories sociales. Et ça les embête énormément parce que c'est des manifestations du peuple, ils ne peuvent pas les critiquer, ils ne peuvent rien dire contre cette marche blanche. On a eu des manifestations à 5 000, 6 000 personnes. Avec la police qui était là pour nous protéger, en parenthèse, qui n'était pas là contre nous, qui était là pour nous protéger. Ça les dérange énormément. Ils essayent de dire qu'on est une secte, ils essayent de dire que je suis un gourou, ils essayent de dire n'importe quoi, mais ils se décrédibilisent en critiquant cette marche blanche. Qu'est-ce que je peux dire? Ici au Luxembourg, il y a les non-vaccinés, ça doit être dans les personnes sceptiques, ça doit être environ 30%. Il y a au moins une vingtaine de pourcents qui ont des doutes, mais qui ont été obligés de se faire vacciner pour travailler et qui sont sous une pression énorme pour faire le vaccin et pour travailler. Il y en a de plus en plus qui font le vaccin parce que sinon ils n'ont pas de capacité à travailler, pas de possibilité pour travailler. Donc voilà, on est dans une situation de pression permanente, de fausses obligations, mais obligations de toute façon parce que sinon ils récupèrent leur travail. Et est-ce que on vous a obligé à vous vacciner? Est-ce que si vous n'êtes pas vacciné, vous aurez des problèmes? Alors, étant donné qu'ils ne peuvent pas imposer l'obligation, ils sont passés par l'obligation par les employeurs. C'est les employeurs qui doivent imposer à leurs employés de faire le vaccin. Mais on est en train de travailler, il y a une vingtaine d'avocats qui sont en train de travailler ici au Luxembourg pour revoir tous les textes, pour dire que finalement, ça laisse à l'appréciation, on laisse à l'appréciation des employeurs l'obligation vaccinale. Mais la majorité des employeurs ne sont pas au courant de ce texte-là, et il y a des avocats qui sont en train de travailler là-dessus, et les avocats sont en train de faire un sacré travail aussi, ils sont une vingtaine d'avocats à se réunir. Est-ce qu'il y a eu une forme de rébellion des Luxembourgeois
par rapport justement à cet état de fait, parce qu'en France, bon, malgré tout, hormis quelques soignants, enfin 15 000 soignants qui ont refusé, globalement, les soignants ont accepté d'être injectés. Est-ce qu'il y a une rébellion chez vous? Oui, il y a eu une grosse manifestation qui a rassemblé 7 milliers de personnes la semaine dernière, mais ils ont un peu manipulé cette manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait des marchés de Noël qui étaient placés en ville, et à l'entrée de ces marchés de Noël, ils n'avaient pas passé de policiers. Donc les gens qui devaient normalement rentrer avec un pass, les marchés de Noël avaient été fermés, les gens sont rentrés à l'intérieur, donc ils les ont traités de casseurs. Du même genre que la manipulation avait été faite au Congrès aux États-Unis pour Trump. Ils ont laissé aller les manifestants jusqu'au domicile du Premier ministre, alors qu'ils auraient pu passer des policiers à l'entrée de la rue. Ils ont laissé les gens aller jusqu'au domicile du Premier ministre pour manifester devant le Premier ministre. Ça ressemblait, ça pose question. Comment se fait-il qu'on ait pu laisser les gens aller jusqu'au domicile du Premier ministre? Ça donnait l'impression qu'ils avaient envie de faire passer ces gens-là pour des casseurs. Et la semaine suivante, ils ont fait venir carrément 300 policiers de Bruxelles avec des camions pour donner une image de manifestation extrémiste, extrême droite, etc. Pour décrédibiliser les manifestants. C'est quoi le profil des manifestants? Pardon? Le profil des manifestants, c'est toutes les catégories sociales. C'était familles, enfants, c'était tout ça. Maintenant, il y a cette marche blanche qui est toujours en parallèle, qui n'a pas été décrédibilisée, elle, mais le peuple a une mauvaise image des manifestations maintenant. Ils avaient fait la même chose avec les gilets jaunes, en les faisant passer pour des extrémistes de droite, des antisémites, etc. Alors que le début des gilets jaunes, c'était des familles, c'était des entrepreneurs, c'était des retraités, c'était ça. Après, on arrivait à décrédibiliser ces gens-là. En tout cas, merci pour votre témoignage et bravo de résister. Applaudissez-le. Merci beaucoup. La même chose que je peux dire, c'est soyez optimistes. C'est ce qui fait me battre et mon courage vient de là. Que tout le monde soit optimiste. Merci à vous. Très beau témoignage, merci beaucoup. Docteur Hoche a raison, ce sera très compliqué, ce sera très dur, ce sera très long aussi, mais nous réussirons, il faut en avoir conscience. Alors, j'ai une petite question au docteur Darle. Vous avez produit une étude, justement avec docteur remettant en cause la balance bénéfice-risque de la vaccination pour les enfants. Ça, c'est important parce que là, on veut vacciner les 5-11 ans. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'ils en bénéficieront ou est-ce que c'est dangereux pour nos enfants? Alors, cette étude, on l'a faite avec Vincent, tous les deux. Vincent pourra en parler aussi. Donc, en fait, ce qu'on a comparé, c'est la létalité apparente du vaccin, des vaccins et du Covid. Donc la létalité apparente, c'est quoi? C'est en fait, vous prenez le nombre de cas que vous connaissez, donc pas les cas asymptomatiques, les cas symptomatiques, et vous divisez par le nombre de morts. Ça vous donne un indicateur. Donc si on veut comparer ce qui est comparable, en épidémiologie, on compare souvent, non pas les mortalités, mais les létalités. Donc là, on peut comparer que les létalités apparentes. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le vaccin Moderna est à peu près 1100 fois plus létal que le Covid chez les enfants. Et pour Pfizer, on était de l'ordre de... c'était un facteur, un peu plus, 300 je crois. Bon, c'était énorme de toute façon. Voilà. C'était une échelle qui était hors norme. Donc en fait c'est juste criminel. Si demain on vaccine les enfants en bas âge, là on a vacciné des ados, c'est criminel. Et là ça le sera encore plus. Voilà. Ce vaccin, c'est pas une avancée en fait, c'est pas une avancée scientifique, c'est plus... peut-être répondre? Oui, non, pour confirmer ce que disait Emmanuel, donc pour bien voir que les enfants n'ont aucun bénéfice, parce que le nombre, je rappelle, le nombre d'enfants morts dans les 0-15 ans morts du Covid, alors avec le Covid,
aussi, avec le Covid en 2020, c'est 9 personnes. 14 personnes de la grippe sont mortes en 2020 parmi les 0-15 ans et 36 personnes sont mortes de la grippe en 2015 chez les 0-15 ans. Donc ça veut dire que la grippe est beaucoup plus dangereuse que le Covid chez les enfants, et la grippe, on n'en parle pas, et on ne force absolument pas les enfants à vacciner contre la grippe. Donc là, sur les injections géniques contre le Covid, si vous voulez, c'est aberrant. C'est aberrant. Il y a des ordres de grandeur, c'est aberrant. Il n'y a aucun bénéfice, et les risques, on les a vus, c'est médiatisé, c'est statistique, et dès le mois de juin, puisque je crois qu'on est sorti du mois de juin, on savait très bien que la balance bénéfice-risque était extrêmement défavorable pour les enfants. Alors, j'ai 2 dernières questions, parce qu'on me dit que le temps file malgré tout, mais c'est tellement passionnant, on pourrait rester toute la matinée ensemble. Pourquoi on vaccinera ces enfants? Je veux dire, est-ce qu'il y a que des intérêts financiers? Pourquoi? Avez-vous peut-être des informations venant de l'État qui vous disent, voilà, ou peut-être des notes internes, c'est possible? Bon, moi, j'ai pas d'informations de l'État, ou je suis pas une espionne. En fait, donc pourquoi est-ce que c'est aussi urgent de les vacciner? Alors, je pense que on est dans une volonté, dans une stratégie où on veut vacciner tout le monde, quoi que coûte. Voilà, quoi qu'il en coûte, merci. Et peu importe finalement les risques, peu importe ce qui se passe, c'est, il faut que tout le monde soit vacciné. Alors, on pourrait se poser des questions par rapport à ces stratégies de masse, etc. Il y a des fois des choses qui passent sur Internet. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux, mais bon, il y a des histoires par exemple de traçage, il y a des histoires par exemple de puçage, de toxiques aussi. On sait par exemple, et ça c'est une information précise, que les jeunes filles qui sont vaccinées ont des troubles de la menstruation. Donc on peut aussi penser, pourquoi pas, à une logique de réduire la fertilité. En fait, ça reste des suppositions. Nous, on essaie toujours, au Conseil scientifique indépendant, de tenir un discours très scientifique sur la base de choses vérifiables et vérifiées. Et donc, je ne peux pas répondre à votre question. Juste, alors je vais donner une réponse partielle, mais ce qu'avait dit Alain Fischer, c'était que les enfants étaient une variable numérique d'ajustement en fait, dans l'immunité collective. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette chimère de l'immunité collective n'existe pas, elle est passée de 60 à 90%, et on a dit que pour avoir 90% de la population immunisée, il fallait vacciner les enfants. Donc c'est ce qui ressort un petit peu du discours officiel, en tout cas, c'est pour ça qu'on vaccine les enfants. Merci. Alors, dernière question à Dr Rontesino. On a appris, lors de cette crise sanitaire, connu maintenant d'Ariadère des médecins de plateau, et puis on a appris surtout que nombre de médecins travaillaient avec les laboratoires. Est-ce que ça fausse leur jugement? Et est-ce que la médecine française est gangrénée par ça? Il y a énormément de conflits d'intérêts parmi les médecins, effectivement. Et c'est pas que ça fausse leur jugement, c'est qu'ils disent exactement ce qu'on leur dit de dire. Moi, je voudrais rebondir sur mes 2 collègues. On ne sait pas véritablement ce qui se passe, mais si on doit rester factuel, on est obligé de reconnaître que tout a été fait depuis le début de cette pandémie pour qu'elle soit la plus grave possible. Absolument. Des premières instructions qui ont été données aux réanimateurs et aux médecins qui étaient fausses et dangereuses, les confinements qui favorisent la contamination, les masques qui favorisent la transmission mal portée et qui dépriment le système immunitaire en entretenant la peur, les traitements qu'on interdit aux médecins de donner, le Conseil de l'ordre des médecins punit des médecins parce qu'ils traitent. Ce que vous dites alors, ça veut dire qu'en gros, vous avez, quand il y a une maladie, vous avez ce protocole-là et pas autre chose. Exactement. Le Conseil de l'ordre punit, radie les médecins qui traitent, qui utilisent l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, qui sont des molécules qui ne présentent aucun danger. Les médecins, on interdit les médecins de les traiter. Ils sont en train
d'essayer de limiter l'utilisation de l'azithromycine en ce moment. On ne doit pas vacciner pendant une pandémie. C'est quelque chose qui favorise l'émergence des variants. C'est quelque chose qu'on apprend dans les premières années de la médecine. Là, c'est pourtant ce qu'on fait. On parle de rapport bénéfice-risque, mais pour moi, je vais même plus loin. Le rapport bénéfice-risque est une notion qui n'a pas lieu d'être quand on parle de vaccination. Parce que le vaccin est une thérapie qui s'adresse à des gens sains. Donc c'est pas quelque chose. Le rapport bénéfice-risque intervient quand on a une maladie grave et qu'il n'y a pas de traitement. Il y a une maladie grave, il n'y a pas de traitement, et à ce moment-là, on sait que telle thérapeutique peut être utilisée, peut donner des bons résultats, mais elle est dangereuse. Et là, on établit un rapport bénéfice-risque. Mais là, quand les gens ne sont pas malades, d'autant plus quand ils sont jeunes, on ne doit pas parler de bénéfice-risque. C'est une notion qui n'a pas lieu d'être, puisque c'est une thérapie qui s'adresse à des gens sains. En plus, il faut quand même prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce qui rend malade dans la Covid? C'est essentiellement la fameuse protéine spike qui est sur l'enveloppe du virus. La majorité des symptômes viennent de cette protéine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont inventé une injection, une thérapie génique qui fabrique la fameuse protéine qui rend malade. Il faut quand même avoir conscience de ça, quand même. On a une maladie qui est liée à une protéine, et qu'est-ce qu'on fait? On la fabrique. On la fabrique à des milliards d'exemplaires, attention. On nous a dit que cette protéine resterait dans le muscle de l'épaule. C'est totalement faux, sinon il n'y aurait pas d'effet secondaire. On sait que pendant 2 semaines, 3 semaines, cette protéine se balade partout dans l'organisme. Et on sait aussi que dans tous les pays où il y a eu des campagnes de vaccination, il y a eu une épidémie de Covid derrière. On peut prendre un exemple flagrant en France et la Nouvelle-Calédonie, il y avait 0 Covid. 0. On s'est mis à vacciner et il a fallu et ils ont confiné quelques semaines plus tard parce qu'il s'est dit y avoir des victimes de la Covid. Donc on peut tout à fait imaginer que cette fameuse protéine spike qui est injectée, qui passe dans la circulation, passe dans les sécrétions, est excrétée par les patients et favorise d'autres contaminations. Donc quand on prend tous ces phénomènes un à un, on se rend compte que finalement tout est fait, et j'ose le dire, pour qu'il y ait le plus de victimes possible. Donc d'après vous, en tant que médecin, ce fameux Covid avec aujourd'hui Omicron, on va continuer, je veux dire, cette séquence va continuer des années et des années alors. Bien sûr, il faut prendre conscience d'une chose très importante et dont on ne parle pas suffisamment. La peur déprime fortement le système immunitaire. On peut même aller plus loin, on peut même imaginer que les petits bénéfices qui semblent peut-être avoir été observés avec la vaccination soient de l'ordre du placebo. Parce que quand on terrorise une population, quand on dit vous allez tous mourir, vous allez tous mourir, vous allez tous mourir, et quand on dit voilà le miracle, voilà, c'est de l'ordre le système immunitaire est boosté. Et on cesse d'avoir peur, on se défend beaucoup mieux. Inversement, les gens non vaccinés, malgré tout, le message d'intention passe et se sentent en permanence en danger. Et il est normal qu'ils aient à souffrir de la Covid. Sachant qu'en ce moment, dans les hôpitaux, les vaccinés on commence à voir les vaccinés entrer. Il se passe la même chose que ce qui se passe en Angleterre et en Israël. Merci beaucoup, docteur. Donc, applaudissez-les.